Aujourd'hui, on va parler de l'exposition Les Incas, c'est le Pérou avec nos deux spécialistes que je présente tout de suite. Donc, on a Samuel Moreau, chargé de projet aux expositions Pointe-à-Calière. Bonjour, Samuel. Bonjour. Et on a aussi Hendrik van Gisegem, qui est chargé de projet en histoire et archéologie à Pointe-à-Calière. Bonjour, Hendrik. Bonjour. Donc, je vous explique le déroulement, c'est très simple. Donc, nos deux spécialistes sont là pour répondre à vos questions. Donc, vous pouvez poser vos questions en commentaire, donc en bas du Facebook Live. On devrait être ensemble pour une quarantaine de minutes. Donc, nos deux spécialistes vont essayer de répondre là, au plus de questions possibles. Donc, je vais les laisser se présenter et puis on va commencer ça tout de suite. Donc, bon Facebook Live à tous. Merci beaucoup. Je vais commencer par me présenter, puis je te laisserai la parole après, Hendrik. Donc, je m'appelle Samuel Moreau. Je suis chargé de projet aux expositions à Pointe-à-Calière. Donc, c'est moi qui ai monté, avec toute l'équipe du musée, évidemment, l'exposition Les Incas, c'est le Pérou. Donc, aujourd'hui, vous avez plus des questions en lien avec l'exposition, avec les objets, comment ça se monte une exposition. Là, je vais être en mesure de répondre à ces questions-là. Et je suis Hendrik van Gisegem, je suis chargé de projet en archéologie et histoire à Pointe-à-Calière. Et la raison de la pertinence de ma présence ici, c'est que je suis issu du milieu des andinistes. Donc, j'ai fait une vingtaine d'années de recherche archéologique au Pérou, dans les régions de Trujillo sur la côte nord et particulièrement dans la région de Nazca et la région de Ica sur la côte sud du Pérou et des petites incursions dans d'autres régions aussi. Alors, on a déjà une première question qu'on peut répondre. C'est une question qui nous avait été soumise sur notre page Facebook. Donc, on nous demande de quelle façon on peut étudier la culture de ces peuples-là si on n'a pas d'écriture, si les archéologues n'ont pas pu trouver d'écriture en lien avec les sociétés. On nous demande est-ce qu'il y a des symboles ou des codes du genre cunéiforme. Non, il n'y a pas d'écriture de ce genre-là chez les Incas ou chez les peuples pré-Incas. Par contre, il y a une forme d'écriture qui s'appelle le quipu, qui a existé, qui sert à coder des informations quantitatives et probablement aussi qualitatives. Le quipu est pas très bien déchiffré présentement. Par contre, il existe beaucoup de récits qui sont contemporains de la période des Incas. Donc, à la période de la conquête espagnole, il y a des textes qui ont été écrits autant des Européens que des Incas. Il y a un écrivain d'ailleurs qui s'appelle Guamán Poma de la Haya qui a laissé un manuscrit très, très important sur l'histoire de la société Inca. Pour les autres civilisations qui précèdent, ben à ce moment-là, non, on n'a pas d'écriture. Donc là, l'archéologie est là pour répondre à nos questions. Donc, je peux peut-être laisser Hendrik un peu expliquer justement la pertinence de l'archéologie dans ce contexte-là. Oui, ben c'est tout à fait ça. L'écriture, que ce soit sumérienne, égyptienne, maya, même aztèque, c'est un phénomène qui est extrêmement récent. C'est sûr qu'il y a des choses qui sont utiles pour notre compréhension des sociétés passées. Qui se trouvent dans ces textes-là, mais pour la majorité de l'histoire humaine, évidemment, on n'a pas de récit, on n'a pas de texte. Donc, c'est la pertinence de l'archéologie de tenter de comprendre le mieux possible la réalité des sociétés passées à travers leur reste matériel autre que de l'écriture. Dans le cas des Andes, comme le disait Samuel, on n'a pas d'écriture pour la majeure partie de la préhistoire andine. Donc, on doit comprendre ces peuples-là à partir uniquement de leur art, de leur architecture, des contextes archéologiques de toutes sortes. Puis, on a quand même beaucoup de formes d'informations importantes à travers, je pense, au peuple Mochica sur la côte nord du Pérou, qui ont une iconographie extrêmement riche. Donc, il y a particulièrement sur les vases en céramique des scènes très détaillées, mythologiques, mais aussi des scènes de la vie quotidienne qui nous aident à replacer un peu les contextes archéologiques et comprendre en réalité le mieux possible ces sociétés-là qui n'ont pas malheureusement laissé d'écriture pour nous aiguiller dans les bonnes directions. Question suivante.
qui s'adresse à moi, qui dit, Hendrik, tu as fait tes études universitaires sur Nazca, pourquoi avoir choisi cette culture plus qu'une autre? Ça, c'est la réalité des études graduées. Quand on est recru dans ce milieu-là, on se fait souvent pousser dans une région plutôt qu'une autre parce que, bon, nos professeurs perçoivent disons, des zones d'incertitude par rapport à certains phénomènes du passé, puis dispatchent finalement leurs étudiants dans différentes époques, dans différentes régions. Donc, moi, je me suis retrouvé sur la côte sud du Pérou, dans la région de Nazca, sous l'impulsion de ma directrice de doctorat à l'époque, qui m'a grandement encouragé de m'intéresser à cette région-là. Et quand on se fait grandement encourager par son professeur, quand on est un jeune étudiant, on a tendance à écouter. Donc, c'est un peu la circonstance qui a fait que je me suis retrouvé dans cette région-là. Mais une fois que je me suis intéressé, ben on devient passionné par les questions, les problèmes, les phénomènes incompris de cette région-là. On a une autre question. On nous demande, au cours de nos recherches, qu'est-ce qui nous a le plus fasciné sur ces cultures-là, donc à travers les recherches ou dans la préparation de l'exposition? Je vais peut-être commencer, puis après, Hendrik pourra dire ta version de la réponse. Moi, ce qui m'a le plus fasciné, ben, premièrement aussi ce qu'on présente dans l'exposition, on présente les Incas, évidemment, mais on ne présente pas que les Incas, on présente aussi 6 cultures pré-Incas, parce que les Incas ont été là à peu près un siècle, un peu plus de 100 ans. Mais il y a des millénaires d'histoire des civilisations au Pérou. Donc, ce qui m'a fasciné, c'est justement ça, de découvrir ces cultures-là que je connaissais très peu, des Paracas il y a 2000 ans, là, à aller jusqu'à la société Inca. Et ce qui m'a aussi fasciné, c'est vraiment le niveau d'avancement technologique, administratif de ces sociétés-là. Quand on prend la culture Inca, tout le système gouvernemental, qu'on pourrait dire, donc les différents administrateurs, la façon dont les régions étaient gérées, mais tout l'avancement au niveau des routes, au niveau des systèmes d'aqueduc. C'est vraiment impressionnant de voir à quel point cette culture-là est avancée. Donc, c'est ça qui a plus retenu mon attention de mon côté. Je seconde ce phénomène-là qu'on a tendance à oublier, c'est que c'était des cultures qui étaient des sociétés qui étaient extrêmement sophistiquées, comparables à ce qui se passait au même moment en Europe. Quand on pense aux Andes ou à la Mésoamérique, bon, c'est des sociétés qui ont été complètement décimées suite au régime colonial. Mais aussi intéressant, on se rend compte qu'il y avait là des sociétés extrêmement diversifiées et extrêmement sophistiquées. Moi, ce qui m'a fasciné dès le départ, quand j'ai commencé en tant qu'étudiant à travailler dans les Andes, c'était qu'on se trouvait en présence d'une humanité de laquelle en tout cas personnellement, je m'identifiais comme étant très proche. C'était des sociétés urbaines comme nous. C'était des sociétés avec des gouvernements extrêmement complexes et intrusifs comme nous. Donc, il y avait beaucoup de familiarité, mais en même temps, il y avait quelque chose de complètement étranger. Donc, une tension entre la familiarité et l'aspect super étrange de ces sociétés-là qui se sont développées dans l'hémisphère ouest, dans le soi-disant Nouveau Monde, sans contact avec l'Europe ou l'Asie, et qui nous rappelle quand même que les sociétés se développent en parallèle, de manière très cohérente les unes par rapport aux autres. C'est comme s'il y avait disons, un nombre de systèmes qui fonctionnent pour rassembler des grandes quantités d'humains ensemble de manière cohérente, comme s'il y avait un nombre limité de systèmes qui fonctionnaient. Donc, à partir de taxes, par exemple, de redistribution des surplus agricoles, puis des choses comme ça. Toutes des choses qu'on retrouvait en parallèle dans le soi-disant ancien monde et soi-disant nouveau monde. Donc, ça, c'est cette tension-là entre la nouveauté, la familiarité et l'aspect étrange et nouveau de ces sociétés-là, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné.
On a une autre question, Paulina, qui nous annonce qu'elle a dû malheureusement annuler son voyage au Pérou à cause de la situation actuelle et qui nous demande quels sites archéologiques ou musées sont un must au Pérou. Je peux difficilement répondre parce que malheureusement, j'ai jamais visité le Pérou. C'est sûr qu'en faisant la recherche documentaire pour l'exposition, on en découvre plusieurs qui sont présentés d'ailleurs dans l'expo, mais je vais laisser Hendrik, qui les a vus de visu, répondre quels sont les sites qui sont un must au Pérou. Ben, c'est vraiment regrettable, puis j'espère que vous allez pouvoir renouveler ou faire ce voyage-là à un autre moment. Le site le mieux connu au Pérou, c'est évidemment Machu Picchu, c'est le site de toutes les cartes postales et tout ça. Et il y a une raison à ça, c'est que c'est effectivement un site qui est remarquable. Le site est remarquable et l'endroit, disons l'environnement naturel où le site a été établi est lui-même remarquable. Donc, c'est vraiment quelque chose à couper le souffle. C'est un site qui est très couru par les touristes. C'est de plus en plus difficile d'y accéder parce qu'il y a un nombre limité de touristes maintenant. Donc, si vous pouvez y aller, c'est très clairement une recommandation. Et tous les autres sites autour de Cusco, qui était la capitale Inca, puis qui a gardé plusieurs de ses caractéristiques architecturales, par exemple, de l'époque. Mais moi, mon trésor caché, il est un petit peu plus loin, il est un petit peu plus difficile à accéder. Il n'est pas nécessairement sur la route vers autre chose. On sait que le sud du Pérou, la région de Cusco, puis tout ça, il y a plein de choses. Mais moi, le site le plus percutant que j'ai connu au Pérou, c'est un site qui s'appelle Chavin de Huántar. C'est un site rituel, cérémoniel de la culture Chavin, qui est beaucoup plus ancienne que les Incas, date du premier millénaire avant Jésus-Christ. Et c'est un site monumental. C'est un des seuls sites, disons, dans les Andes préhispaniques où on peut vraiment, dans lequel on peut vraiment pénétrer, c'est-à-dire que c'est un immense monticule de pierre dans lequel il y a plein de tunnels sous forme de labyrinthe. Puis c'est une expérience absolument saisissante d'être là parce que c'est très vieux. On parle de 1000 avant Jésus-Christ et c'est très bien préservé. Et ça aussi, c'est dans un environnement qui est à couper le souffle, une vallée très étroite, avec des parois très hautes. C'est un très bel environnement. C'est près d'un tout petit village. Donc, c'est dans le centre, disons au nord-est de Lima. On peut y accéder, c'est environ 8 heures d'autobus à partir de Lima, et ensuite un autre couple d'heures de collectivo à travers. Mais le paysage lui-même en vaut absolument la peine. Et le site lui-même est fantastique. Et ça, c'est ma recommandation avec mon saut d'approval. Approuvé par Hendrik. Voilà. On a une autre question. On nous demande, peut-être plus pour moi celle-là, pourquoi avoir choisi de présenter une exposition sur les Incas et le Pérou et comment on a choisi les objets qui sont présentés. Il faut dire que toutes les expos sont différentes, là, donc la réponse que je vais donner s'applique pour cette exposition-là, mais ce n'est pas nécessairement tout le temps le cas pour différentes expos de Pointe-à-Calière ou pour d'autres musées. Nous, dans notre cas, premièrement, il y avait le sujet n'avait jamais été traité à Pointe-à-Calière. On n'avait jamais fait d'expo sur les Incas. On avait fait une expo sur les Mochicas il y a plusieurs années déjà, qui est une société précolombienne du Pérou aussi. Mais on n'avait jamais abordé les autres civilisations ou encore les Incas. Donc, première raison. Deuxième raison, probablement la principale, c'est que un de nos partenaires, les Musées royaux d'art et d'histoire de Bruxelles, avait présenté une exposition sur les Incas en 2018, je crois. Et donc, ça s'est tout simplement adonné que lors d'un voyage, notre directrice des expositions a vu l'expo qui avait été présentée là-bas et vraiment tombé en amour avec les objets. Faut dire que c'est assez particulier de voir des textiles aussi bien préservés. On n'a pas l'habitude de voir, par exemple, un textile qui a 2000 ans, qui est si bien préservé, dont les couleurs sont autant vibrantes. Donc, c'est ça. Lorsqu'elle a vu l'exposition qui était présentée à Bruxelles, elle est vraiment tombée en amour avec les objets. Puis, elle s'est informée si, à la fin de cette exposition-là, les objets seraient disponibles pour les présenter à Montréal. Et il s'est avéré que oui. Donc, vu qu'on avait déjà un partenariat, on avait déjà travaillé avec ce musée-là, entre autres pour l'exposition Amazonie,
Donc, les liens étaient déjà faits, donc c'était assez facilitant pour ensuite travailler avec eux, puis décider de monter une expo. Donc, à Pointe-à-Calière, on présente une grande partie des objets qui avaient été présentés dans cette exposition-là. Mais on a voulu changer un peu le corpus d'objets. Premièrement, il y a certains objets qui étaient trop fragiles pour voyager en Amérique. Et deuxièmement, on a voulu gonfler un peu le corpus d'objets Inca. Il y avait beaucoup d'objets d'autres civilisations pré-Inca, mais on a voulu augmenter le nombre d'objets Inca, ce qui fait qu'au final, on présente là peut-être une cinquantaine d'objets différents de ce qu'il y avait dans l'exposition de Bruxelles. Donc, dans le cas de notre expo, c'est comme ça qu'on a fait la sélection, mais c'est très, très différent d'une expo à l'autre. Marie-Pierre Brissette nous demande « Bonjour, quelle est la vraie signification et utilité des lignes de Nazca? » Non, on l'attendait, celle-là. Je pourrais en parler longtemps parce que je ne veux pas prendre tout le temps. Il y a un certain nombre de choses qu'on doit savoir en parlant des lignes de Nazca. C'est qu'ils ont été faites sur environ un millénaire. Donc, ils ont changé de forme au fil du temps. Donc, ça apporte des défis pour les comprendre parce que, bon, ils sont à peu près... Il y en a à peu près partout sur la côte d'Amérique du Sud, mais il y a une énorme concentration de ces géoglyphes-là, donc géoglyphes dessins sur la Terre. Dans la région de Nazca, effectivement, c'est les plus connus. Mais ils ont été faits sur environ 1000 ans. Ils ont changé de forme, ils ont changé de vocation, mais il y a à peu près, à part les plus anciennes qui semblaient être des marqueurs peut-être territoriaux, peut-être des messages, quelque chose du genre, on comprend qu'ils ont à peu près tous servi de chemin ou de place. Donc, il y en a des très linéaires, c'était des chemins rituels. Il y en a des très larges, les grands triangles et les grands trapèzes qu'on voit, c'était des places cérémonielles. Donc, ce qu'on comprend, c'est que les gens marchaient dessus. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils marchaient dessus? Ce qu'on sait, c'est que ce qui se passait au fil du temps sur le désert de Nazca amenait au même moment, au même endroit, des gens qui provenaient d'un peu partout dans la région. Donc, ce n'était pas nécessairement des gens qui se voyaient au jour le jour de manière quotidienne, mais ils organisaient des événements. Bon, on parle de rituels, on parle de cérémonies. Moi, j'aime bien m'imaginer ces événements-là comme des festivals qui sont empreints d'une certaine religiosité, oui, mais qui ont des fonctions qui sont beaucoup plus étendues que ça, où on se rencontre, on se raconte des histoires, on renforce les liens qui nous unissent, on échange des informations, on échange des biens, on échange des partenaires de mariage, par exemple, des choses comme ça. Donc, une fois par année, on ne sait pas, par année, par 10 ans, par 5 ans, par 25 ans, on n'en a aucune idée, mais périodiquement, des gens en très grande quantité qui vivent un peu partout dans la région, dans des petits villages, se rassemblent et font un ensemble de choses empreintes de religiosité, mais quand même qui servent à d'autres choses. Et bien que ce ne soit pas la fonction qu'on comprenne, l'effet de ces rassemblements-là est très clair sur le plan archéologique. C'était qu'avant qu'on fasse des géoglyphes, il y avait des conflits dans cette région-là. C'était pas nécessairement des guerres ouvertes, mais il y avait les sites, les villages sont en position défensive. On trouve des armes, par exemple. On trouve des traumatismes, de la violence personnelle sur les corps qu'on trouve archéologiquement dans ces périodes-là. Et quand on commence à s'engager dans ces activités-là, qui ont comme marque indélébile les géoglyphes de la plaine de Nazca, on voit clairement dans le registre archéologique une baisse des conflits. Donc, on ne peut pas se dire que les gens ont commencé à faire ça pour trouver une alternative à la guerre, mais c'est clairement quelque chose, un genre de contrat social qui a permis aux populations de toute cette région-là de coexister d'une manière différente que de se taper dessus. Et la dernière chose que je veux dire par rapport à ça, c'est que les rivières, la région de Nazca est composée d'une dizaine de rivières qui progressivement se jettent les unes
dans les autres pour finalement arriver à l'océan Pacifique. C'est des rivières qui sont temporaires, c'est-à-dire qu'ils reçoivent de l'eau dépendant des pluies qui se produisent dans les montagnes en début d'année, février-mars, et ils sont extrêmement peu fiables au niveau de la quantité d'eau qu'ils vont recevoir les unes par rapport aux autres. Donc, c'est pas nécessairement qu'il y a des bonnes années partout, il y a des mauvaises années partout. C'est qu'une année peut être très bonne quelque part dans une des rivières et très mauvaise dans la voisine. Donc, on peut comprendre que ça crée une précarité pour des populations qui vivent d'agriculture et on peut comprendre que ça crée un potentiel énorme de conflits. Ce qui a été le cas pendant longtemps, mais quand on a développé des façons d'interagir différemment et probablement de se procurer une façon d'amoindrir le risque au niveau de la ressource qui est aquifère, qui est la ressource en eau, ça a occasionné une baisse du conflit et un développement d'une autre façon de gérer le risque environnemental. Donc, tout ça ensemble, tout ça mis ensemble donne disons, une explication aux lignes de Nazca. Ce n'est pas une explication qui est simple, mais une explication simple serait insatisfaisante à mon avis. J'espère que ça répond convenablement. Super. On a une autre question de Stéphanie Desrochers. Qui nous demande si les Incas avaient des échanges avec les autres civilisations mésoaméricaines. Donc, évidemment qu'il y avait des échanges avec les autres cultures du Pérou, comme les Chankay, par exemple, mais pour ce qui est des autres civilisations mésoaméricaines, je ne sais pas si tu es en mesure de répondre, Hendrik, à cette question-là. On n'en a pas d'indication. On sait qu'il y a des choses des informations qui se sont passées par la côte ouest des Amériques, mais c'était de manière très indirecte. Par exemple, le maïs s'est propagé. Il y a plusieurs cultigènes qui se sont passés comme ça de main en main, mais il n'y a rien qui indique que les populations mésoaméricaines et andines avaient même conscience de l'existence de l'un de l'autre. C'est pas impossible, mais il n'y a rien qui nous l'indique sur le plan matériel ou autre. Évidemment, quand les Espagnols ont descendu sur la côte à partir du Panama initialement, ils ont décrit des grands bateaux qui remontaient la côte pour faire du commerce. Donc, on ne sait pas si ces grands bateaux-là se rendaient où. On ne sait pas quelle était leur destination, mais sur le plan archéologique et sur le plan historique, on n'a pas d'indication claire qu'il y ait eu des contacts entre la Mésoamérique et les Andes. Super. Est-ce qu'on a une autre question? Est-ce qu'on peut voir l'exposition virtuellement? Oui, est-ce qu'on peut voir l'exposition virtuellement en partie? Donc, en fait, quand c'est ça, nous, on a eu l'annonce que le musée serait fermé, on s'est dépêché, là, moi et Hendrik, à vous produire des petites capsules sur les différentes civilisations. Il y en a déjà une qui est publiée sur notre page Facebook qui parle des Paracas. Donc, on a été en mesure de tourner quelques contenus là, avant que le musée ferme. Sinon, ben, c'est pour ça qu'on fait un Facebook Live aujourd'hui là, pour faire perdurer cette exposition-là dans le temps. Sinon, on a aussi sur notre page Facebook, là, vous voyez périodiquement, on présente différents objets qui sont présentés dans l'exposition. Donc, une photo accompagnée d'une description. Donc, c'est les façons dont on a réussi à faire perdurer l'exposition de façon virtuelle. On a aussi une vidéo qui a été produite d'environ 2 minutes où vous voyez le parcours complet de l'exposition, vous voyez les différentes zones, comment l'exposition se déroule dans l'espace. Donc, c'est ça les moyens qu'on a pour faire découvrir l'exposition virtuellement. Je vais prendre la première sous-question, puis je vais te laisser la deuxième sous-question. Est-ce qu'il reste encore beaucoup de découvertes à faire au niveau archéologique au Pérou? Intuitivement, je dirais oui. Encore plus intuitivement, je dirais que c'est à peu près infini, bien que ce ne soit pas vrai. Évidemment, les ressources archéologiques sont un patrimoine qui est limité. Mais oui, chaque année, on découvre de nouvelles choses et je dirais que
et la découverte est importante, la compréhension l'est encore plus. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été découvertes sur le plan matériel, qu'on connaît, mais qu'on comprend mal. Donc ça, c'est aussi une grande composante du travail d'archéologique, c'est de revisiter les connaissances, les savoirs qui ont été générés à d'autres époques, par exemple, les revérifier et les recontextualiser. Donc, c'est une façon aussi de protéger le patrimoine archéologique, de ne pas tout fouiller, de ne pas tout récupérer maintenant, parce que c'est quelque chose qu'on faisait dans les années, disons 1920, 1930, on fouillait tout, puis on détruisait un petit peu à la fois, fouiller un site, c'est le détruire, et peut-être avec des techniques et des méthodes qui, à nos yeux d'aujourd'hui, étaient pas exactement convenables. Donc oui, il reste beaucoup de découvertes à faire, mais il reste aussi beaucoup de compréhension à acquérir. Ça marche. On va passer avec l'autre sous-question. On nous demande si on a pensé faire un clin d'œil à Hergé et Tintin et le Temple du Soleil. Oui, évidemment, on y a pensé. Par contre, on a décidé de ne pas l'aborder dans l'exposition. Donc, il y a plusieurs références aux sociétés Inca et pré-Inca dans la culture populaire. On pense aussi, par exemple, aux mystérieuses cités d'or où on a fait un petit espace de projection à l'extérieur de l'exposition, mais on a choisi de ne pas parler de ces éléments-là de culture populaire dans l'exposition. Par contre, évidemment, il y a un lien très, très intéressant avec Hergé parce que, bon, vous savez que Hergé est belge et c'est pas pour rien finalement qu'il y a un lien avec ça parce que le musée Art et Histoire d'où proviennent la majorité des collections qui sont présentées dans l'exposition, c'est un musée sur lequel Hergé s'est inspiré dans ses bandes dessinées. Donc, par exemple, dans Tintin, vous voyez la momie de Raskar Kapak. Cette momie-là est préservée au musée Art et Histoire de Bruxelles. Donc, il y a un lien vraiment très intéressant, mais on a choisi de ne pas parler de Tintin dans l'exposition. Et il y a aussi l'oreille cassée, que plusieurs connaissent, que Hergé a contextualisé comme étant provenant de l'Amazonie. En fait, c'est un objet qui existe, qui est une sculpture de bois de la culture Chimu. La culture Chimu, qui est un empire qui s'est développé sur la côte nord du Pérou. Et il y en a plusieurs exemplaires, mais celle que Hergé a destinée pour servir d'inspiration pour l'oreille cassée se trouve dans un musée à Lima. Et a effectivement l'oreille cassée. On a la fameuse question qu'on attendait. On nous demande, au-delà de voir l'exposition virtuellement, est-ce qu'il sera possible de voir l'expo à la réouverture du musée? J'aimerais beaucoup vous donner la réponse. Malheureusement, je ne la connais pas moi-même. Donc là, c'est très difficile pour l'instant de déterminer si l'expo va rouvrir au public ou non. Parce que, comme tout le monde, on est dans l'inconnu. On ne sait pas quelles seront les dates, quelles seront les mesures qui seront imposées au niveau du gouvernement. Donc, évidemment, il y a la question de quand le musée rouvrira au public, mais il y a toute la question aussi des transports internationaux. Donc, nous, on a des prêts avec différentes institutions, on a des conventions avec ces musées-là. Alors, peut-être que l'exposition rouvrira au public, mais peut-être que non. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment pas évident de vous donner une réponse par rapport à ça. Il y a Annick qui demande à quoi servait le kipou au peuple inca. Veux-tu entamer la réponse? Oui, donc le kipou, pour mettre un peu en contexte, c'est quoi le kipou? Donc, c'est le système d'écriture finalement des Incas. Ça montre aussi à quel point le textile est important pour ces sociétés-là parce que même leur forme d'écriture prend la forme d'un textile. Donc, c'est en fait un ensemble de cordelettes qui sont fixées sur une corde principale et il y a différents nœuds qui sont noués sur ces cordes-là. Chaque nœud peut avoir de 1 à 10 tours sur lui-même. Et ça représente un chiffre. Donc, ça nous montre que les Incas utilisaient le système décimal. Ce kipou-là était utilisé pour plusieurs choses. On le comprend très mal. En fait, il y a différentes façons de nouer les brins ensemble. Parfois, il y a 2 brins qui sont noués ensemble, parfois 3. La couleur peut changer. Ce qui nous indique qu'il n'y avait pas seulement des chiffres qui étaient inscrits sur cette méthode d'écriture-là, mais il y avait aussi des données qualitatives. On sait que le kipou était utilisé par les administrateurs pour compter les réserves, faire des recensements, compter des impôts, par exemple. Mais on pense que ça pouvait peut-être aller même plus loin que ça, puis que ça servait peut-être
à comptabiliser des récits généalogiques ou des informations un peu plus historiques, si vous voulez, que des simples chiffres. Je ne sais pas si Hendrik, tu as autre chose à rajouter par rapport à ça. Oui, ben c'est tout à fait exact ce que tu expliques là. Quand on dit que le Pérou n'a pas d'écriture, c'est vrai dans une certaine mesure où on considère l'écriture de manière assez étroite. Un peu partout où l'écriture s'est développée à travers le monde, elle servait une fonction qui est complètement analogue à ce que fait le quipu, c'est-à-dire de passer un message permanent entre deux personnes qui se sont pas nécessairement jamais vues. Donc, dans le cas des Incas, c'était de faire passer des informations entre les différentes composantes de l'Empire, entre des leaders et des membres du gouvernement, sans qu'ils aient à se parler, sans qu'il y ait à jouer au soi-disant téléphone arabe où est-ce qu'il peut y avoir distorsion de l'information puis tout ça. Donc, c'est une fonction de gestion, c'est une fonction d'administration et probablement que l'usage est devenu plus large, comme le disait Samuel. Il y a très clairement un potentiel d'encoder dans le quipu des informations qui sont proches de quelque chose qui ressemblerait à une littérature. Il y a assez de variables pour encoder quelque chose comme ça. Il y a des informations historiques qui nous indiquent que ça a pu être le cas, mais comme Samuel le disait, on ne connaît pas ce code-là. Donc, on ne peut pas aujourd'hui correctement lire les informations qui se trouvent dans le quipu, outre quelques informations quantitatives très, très, très limitées. Donc, on sait qu'il y avait des nombres de quantité de biens agricoles taxés, par exemple. Ça, c'était dans telle région. Donc, on envoie ça vers la capitale. On dit telle région comporte tant d'individus ou tant de maisonnées, et ces maisonnées-là ont contribué tant de travail ou tant de denrées au gouvernement central. Donc, c'est des choses comme de cette nature-là qu'on sait qui étaient encodées, mais il y en avait peut-être beaucoup davantage. On a une question de Raphaël, 12 ans, qui nous demande combien de sites archéologiques il y a au Pérou. Je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas si toi, Hendrik, tu es en mesure d'estimer. Ben, répertorié, je ne la connais pas non plus. C'est dans les milliers, certainement dans les milliers. Faut savoir qu'un site archéologique, ou qu'on considère un site archéologique comme étant tout endroit où est-ce qu'il a laissé, disons, une trace d'activité humaine. Donc, c'est très large. On peut dire qu'un site est archéologique du moment où un archéologue s'y intéresse. C'est une définition plus étroite, mais donc, au niveau des répertoires du ministère de la Culture péruvien, je n'ai pas la réponse, mais c'est très certainement dans les milliers. Et dans la définition la plus large de tout endroit qui recèle une trace d'activité humaine, c'est peut-être dans les millions, parce que si on se promène au Pérou, il y a des traces d'activité humaine récentes et anciennes à peu près partout où on regarde. Une question, Sophie Martel nous demande s'il y avait des écoles pour les enfants chez les Incas. Ça, c'est vraiment particulier. Il y avait évidemment un système d'éducation qui, si je ne me trompe pas, était plutôt réservé là, à l'élite. Je ne sais pas si Hendrik est en mesure de nous en parler. Non, c'est tout à fait le cas. C'était les nobles qui suivaient cette espèce d'entraînement-là. C'était à l'avantage du gouvernement parce que les Incas étaient un État expansionniste qui intégrait plein de cultures différentes dans l'Empire. Et pour les intégrer, souvent, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait l'honneur aux jeunes, disons, aux jeunes de l'aristocratie, les fils de chefs et de rois, de royauté, puis tout ça, de les faire venir dans la capitale et d'en faire des bons jeunes administrateurs incas. Donc, l'école servait un peu à une espèce d'endoctrinement dans les façons de faire de l'Empire. Et ensuite, on les redispatchait chez eux pour qu'ils deviennent des loyaux sujets et
des leaders de leur propre groupe. Donc oui, il y avait une école, mais c'était un peu une espèce d'école d'administration publique, si on peut dire. Et si je ne me trompe pas, c'était réservé aux garçons. Si je ne me trompe pas, c'est effectivement le cas, mais j'en suis pas certain, je ne veux pas m'avancer trop loin. À part Juanita, la mamie d'Arequipa, y a-t-il eu beaucoup de sacrifices humains chez les Incas? Est-ce que tu me permets? Oui, on n'en est pas certain. Il y en a quelques-uns qui ont été trouvés, toujours dans des contextes semblables, des hautes montagnes. Pour ce qui est de l'Empire Inca, on pense que c'était des mesures extrêmes. Donc, c'était probablement pas quelque chose qui se produisait de manière routinière. C'était probablement un type de rituel qui était pratiqué quand les choses vont vraiment très, très mal. Et les choses se sont mises à aller mal vers la fin de la préhistoire, même avant que les Espagnols arrivent, quand les gens ont commencé à tomber malades. Mauvaise période pour parler de ça, mais c'est effectivement le cas. Donc, c'était une mesure extrême chez les Incas. On a trouvé plus récemment une espèce de contexte de sacrifice d'enfants assez macabre, pour être honnête, chez les Chimú. On connaît mal les raisons, on connaît mal pourquoi ça s'est fait, mais il y a eu un événement, au moins, où il y a plusieurs dizaines de jeunes qui ont été envoyés vers un au-delà, ou ce qu'on perçoit comme étant un au-delà. On pense leur faire un genre d'honneur à cette époque-là. Donc non, c'était pas quelque chose de fréquent, mais c'est quelque chose qui est arrivé à un certain nombre d'occasions. On parle de la dernière question. Peut-être qu'on se reverra, peut-être qu'on refera cet exercice-là. Samuel? Oui, je vais la prendre, puis tu pourras compléter. Stéphanie Desrochers nous demande comment les Incas ont pu devenir le peuple dominant dans les Andes. Comme je le disais d'entrée de jeu, les Incas ont été là pendant à peu près un siècle, ils ne sont pas apparus de nulle part. Premièrement, ils ont construit leur empire sur toute la culture et les développements technologiques qui ont précédé la société Inca. Donc, c'est pour ça que dans l'exposition, on parle des différentes cultures. On a parlé des Nazca, on a parlé des Paracas, les Chimú, les Wari, les Mochica, les Chancay. Et évidemment, les Incas ont conquis ces peuples-là. Les ont conquis, oui, par la force, mais surtout par l'imposition de leur façon de faire, de leur système administratif, de leur culture matérielle aussi, parce que les Incas allaient même jusqu'à imposer un code vestimentaire, un type d'architecture, même au niveau de la culture matérielle, qu'on parle des céramiques, qu'on parle des textiles. Il y avait vraiment un style Inca très, très précis. Et donc, on a réussi à conquérir tous ces peuples-là, non seulement en imposant sa force, mais en faisant une espèce d'imposition culturelle aussi. Et on n'éliminait pas nécessairement les cultures régionales non plus. Les Incas allaient chercher les meilleurs artisans dans chacun des peuples et les ramenaient à Cusco. Donc, il y avait une certaine forme d'interculturalisme là, chez les Incas où on imposait la culture Inca, mais on intégrait aussi la culture des peuples conquis. Puis je pense que c'est ça qui a permis aux Incas d'avoir une expansion si rapide et qui a aussi bien fonctionné. Ça a moins bien fonctionné au niveau des peuples qui étaient moins organisés, comme les peuples de l'Amazonie. Mais par contre, au niveau des peuples qui étaient organisés en soumettant à l'Empire l'administration locale, c'était possible pour l'empereur de soumettre le peuple au complet finalement. Oui, c'est un bon point. C'est un bon point qui est souvent répété que pour que les Incas aient du succès dans leur aventure impériale, il fallait qu'il existe une hiérarchie sous-jacente qui pouvait incorporer. C'est pour ça que effectivement, ils ont eu de la difficulté avec les peuples amazoniens parce que cette hiérarchie-là, cette structure administrative-là de base était absente. Donc, les Incas ont eu du succès
et l'histoire aurait pu aller tout autrement parce qu'il y avait deux grands empires qui se développaient dans les Andes au même moment, à la fin de la préhistoire. Il y avait les Incas qui arrivaient du sud et il y avait les Chimú sur la côte nord. Et ils se sont confrontés. Les Chimú ont été un des peuples les plus difficiles à assujettir par les Incas parce que c'était eux-mêmes un empire expansionniste. Donc, les Incas ont eu du succès à cause d'une rigoureuse administration, des taxes, par exemple, de tous les revenus et une redistribution des revenus de l'État. Une certaine violence aussi. Il y avait un pouvoir militaire, il y avait toujours la menace de l'usage de cette puissance militaire-là et une diplomatie très, très sophistiquée. Toujours une tension entre la diplomatie et la menace de violence. Donc, on se présente avec une armée, mais on se présente avec beaucoup de somptuosité aussi et on propose d'intégrer un peuple à l'Empire et on leur propose avec diplomatie, on leur présente tous les avantages de contribuer à l'Empire, mais en arrière, il y a quand même 50 000 bonhommes armés. Donc, cette diplomatie-là passe mieux. Donc, les Incas ont usé de cette tension-là entre l'amadouement et la menace de violence. Et il y a un point qui est très important à souligner pour comprendre l'expansionnisme Inca, pourquoi ils continuaient à prendre de l'expansion, c'est qu'il y avait culturellement un mode d'héritage chez l'Inca, donc l'Inca suprême, l'empereur lui-même, passait à son héritier les droits de gouvernance de l'Empire, mais tout ce que l'Inca avait acquis comme territoire, comme taxe, comme peuple, allait à sa dépouille, allait à sa momie et allait au culte entourant sa momie. Donc le nouvel Inca avait le droit de gouverner, avait tous les pouvoirs, mais n'avait pas de ressources lui-même. Donc, il était poussé lui-même à acquérir ses propres ressources. Et ça se faisait via l'expansion, via la conquête de nouveaux territoires. Et c'est pour ça qu'en 3 ou 4 générations, les Incas sont passés d'un tout petit royaume dans la vallée de Cusco à gouverner de la Colombie jusque dans le sud du Chili. Donc, ça a été une expansion qui a été très, très, très rapide sur 3 ou 4 générations parce que chaque nouvel Inca était poussé, était propulsé dans des nouveaux territoires pour acquérir ses propres revenus qui, ultimement, allaient aller à son propre culte funéraire. Voilà. On aurait le temps peut-être pour une petite dernière question. On nous demande quelle est l'importance de la feuille de coca chez les Incas? Est-ce que tu peux répondre à ça, Hendrik? Partiellement. C'est pas un sujet que je connais très bien. La feuille de coca est importante. Je connais pas la réponse au niveau, disons, mythologique et tout ça, mais je sais qu'il y a beaucoup de choses qui entourent cette plante-là que je connais mal. C'est sûr que encore maintenant, la coca est importante. On marche et on partage de la coca dans les Andes pour accompagner à peu près toutes les activités le moindrement physiques qu'on fasse. C'était une plante qui faisait partie de la vie quotidienne. C'était une plante qui faisait aussi partie de la vie rituelle. Donc, ça pénétrait dans à peu près toutes les activités. Je dirais chez les Incas, chez les pré-Incas et chez les peuples andins actuels. Donc, pour ceux qui ne savent pas, la coca, quand on la mange avec une substance alcaline qui peut provenir de plusieurs choses, c'est un stimulant assez modeste, mais qu'on prend quand même comme étant quelque chose qui donne un peu d'énergie, comme disons 2-3 tasses de café sans avoir les shakes qui vont avec, qui peut engourdir un peu la douleur et qui peut supprimer, par exemple, certains besoins comme la faim, comme la soif, tout ça. Donc, on est plus résistant, on est un petit peu plus puissant. C'est merveilleux pour faire du trekking, par exemple, et c'est regrettable que ce soit illégal chez nous parce que c'est pas quelque chose qui est addictif ou dangereux, mais c'est quelque chose qui est relativement agréable pour avoir travaillé dans les Andes avec souvent une poche de coca dans la joue droite. On s'en ennuie quand on s'y habitue.
Ben, merci beaucoup, messieurs. Ça a été super instructif. J'espère qu'à la maison, vous avez apprécié. Merci beaucoup pour toutes vos questions. Sachez que, justement, là, comme on l'expliquait au départ, il y a des vidéos qui ont été tournées, en fait, avant que le musée soit fermé avec Samuel et avec Hendrik. Donc, dans les prochains jours, continuez à nous suivre sur notre page Facebook. Donc, vous allez pouvoir voir les différentes vidéos. Donc, on passe à travers toutes les cultures précolombiennes qui sont dans l'expo et les Incas, évidemment, en montrant quelques objets de l'exposition. Donc, vous allez pouvoir avoir accès là, à l'exposition un peu à défaut d'y être physiquement. Puis aussi, on vous invite, évidemment, il y a la visite virtuelle de certaines de nos expositions permanentes qui est disponible. Donc, vous avez qu'à vous rendre sur notre site web pacmusée.qc.ca. Puis sinon, restez à l'affût. Sur notre page Facebook, on va essayer de faire d'autres Facebook Live comme ça, là, pour ceux peut-être qui auraient encore des questions ou les questions qui n'auraient pas été répondues. Voilà, restez à l'affût. Merci beaucoup, messieurs. C'était un réel plaisir. Alors, on se voit prochainement et on souhaite que tout le monde soit en santé et en sécurité. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.